Bonjour à tous, on va commencer notre table ronde puisque nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion des rencontres internationales de la francophonie de Lyon 2024 autour d'une question dont nous allons débattre. Autour de cette question, nous allons échanger aujourd'hui qui s'intitule « L'imaginaire de l'entre-deux ». Mais je vais commencer par les présentations de nos invités. Et donc par Lingxi, qui est romancière, et dont vous allez pouvoir, je vais faire une courte présentation, puisque vous allez pouvoir avoir les ouvrages des écrivains invités qui défilent derrière vous. Comme ça, vous pourrez aussi préparer vos questions autour des œuvres. Donc, Lingxi est romancière. Combien de romans ? Oh, pas beaucoup. 4, 5 4. 4, dont un très récent, là. Ensuite, nous avons à notre table Ying Chen, qui est romancière, mais aussi poète, traductrice. J'oublie quelque chose ? J'ai ajouté. Si, vous écrivez de la poésie. Et puis, notre troisième et dernier invité, Dai Sejie, qui est romancier, mais aussi, et là je ne me trompe pas, scénariste et réalisateur. On est d'accord ? J'ai rien oublié ? Voilà. Donc, après ces présentations et les œuvres romanesques de nos invités qui défilent derrière vous, je reviendrai donc sur notre thématique de la matinée. Et je voudrais un peu définir cet entre-deux tel que nous le concevons maintenant, à partir de la définition très simple d'Homi Bhabha, qui définit l'entre-deux comme ni l'un ni l'autre, mais quelque chose au-delà. C'est un peu cette dimension-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors bien sûr, en premier lieu, il y a la musique de l'entrelangue, avec les emprunts, l'intertextualité, les jeux de mots, les interférences, et nous allons en parler bien sûr. Mais il me semble qu'il y a d'autres formes d'entre-deux ou d'hybrides dans les textes de nos invités. Je pense par exemple à l'androgynie, la migration, la mobilité, le métissage, le passage, la transformation, etc. Nous prendrons le temps d'évoquer certains de ces points, ou même tous, si on a le temps. Mais nous prendrons aussi le temps, à la suite de la table ronde, de répondre, d'avoir un échange avec vous, le public, les étudiants, les collègues. Et donc, n'hésitez pas à préparer vos questions, vos commentaires, vos réactions, puisque nous passerons un moment après dans cet échange avec vous. Voilà. Donc, avant de commencer proprement dit nos questions autour de l'entre-deux, je vais vous poser une question à chacun. Je sais qu'on vous la pose très souvent, mais étant donné le thème de la manifestation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la francophonie, cela va nous intéresser aussi particulièrement, et je vous pose donc la question suivante. Vous vivez en 2 ou en plusieurs langues, tous. Comment le français s'est-il imposé comme langue d'écriture ? Alors, qui veut commencer ? Alors, on va aussi parler un peu d'une manière informelle, c'est-à-dire vous pouvez réagir, vous, les uns par rapport aux autres, au moment où c'est opportun, parce que ne pas attendre forcément un tour formel de la discussion. Alors, qui veut commencer ? Tout le monde va y passer. Lingxi, tu veux commencer ? Enfin, il y a 1000 raisons à ça, à ce choix. J'en citerai une, c'est que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais pour moi, je savais que je pourrais vivre loin de mes sujets, de mes matériaux, mais pas de ma langue d'expression. Et je savais que si j'optais pour la langue chinoise, c'est ce que j'aime le plus au monde.
je finirai tôt ou tard par rentrer. C'est pour ça que j'ai choisi la langue française. D'accord. Donc en fait, c'était l'idée de rester, d'avoir la possibilité de rester à l'étranger et en dehors de Chine, c'est ça? C'est-à-dire que je ne pourrais pas survivre, je pense, à l'écartèlement entre ma langue d'expression et moi-même. Et je pense que le français, c'était pas vraiment un choix irréversible, je croyais. Je croyais que je pouvais avoir les deux, mais Oui. il s'avère que dans la vie, on finit par comprendre que presque tous les choix sont irréversibles. Bon, très bien. On reviendra peut-être sur la réversibilité possible des choix plus tard. Alors, Inchang, cette grande question de la langue. Cette réversibilité, ça touche tous les jours dans cette question. Très fort. Oui, pour moi, c'est compliqué. Je crois que j'ai vécu deux choses. Vous savez que je boude sur plein de choses, sur la définition. Mon grand problème, c'est de définir. Et par exemple, moi, j'ai vécu deux choses par rapport au français. D'abord, c'était en Chine. Et moi, je n'appellerais pas cela une francophonie, mais plutôt une francophilie, dans le sens où on n'est pas né dans la langue, on n'est pas éduqué dans cette langue, donc on a la problématique de la maîtrise de la langue d'abord. Et ce que j'ai vécu, je ne veux pas être romantique rétrospectivement, c'est une expérience plutôt heureuse que j'ai vécue en Chine. Parce que déjà tomber dans le français, c'était un hasard. À l'époque, quand je suis allée à l'université, il y avait très peu de choix. C'était fin 70, il y avait très peu de choix. Et on avait le choix parmi l'anglais, japonais et français. Et il y avait à l'époque, à Shanghai, partout l'anglais et le japonais. On peut apprendre l'anglais et le japonais, c'était à la mode. C'était eux qui étaient venus en premier à cette époque-là. Et le français, je ne savais pas pourquoi le français était là. Donc ça, il me paraissait comme si c'était une langue sans utilité. Et je pensais que je pouvais apprendre l'anglais. J'ai déjà appris l'anglais. Et le japonais, je n'ai pas pensé au japonais, donc je dis, mais pourquoi pas le français? Donc, je suis allée en France. C'est que ce que j'ai vécu à l'université pendant 4 ans dans cette langue, maintenant, j'ai que de bons souvenirs. C'est une langue, pour moi, qui est... des camarades ou profs, c'est plein d'admiration, de fantasmes, d'amitié, que positives. Donc, on a eu des langues et puis on a lu des traductions aussi. C'est surtout des traductions, on avait très peu de textes originaux. Et puis, c'est là que j'ai eu accès à des textes modernes, contemporains de 20e siècle. Et ça m'a impressionnée. J'ai beaucoup aimé les quelques extraits que j'ai eus, comme Nathalie Sarraute, comme Duras, comme Camus. On a eu l'étranger quasiment en entier dans notre cours. Et puis, plusieurs années plus tard, j'ai émigré au Canada. Alors là, je deviens... Quand on dit l'entre-deux, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup d'entre-deux. Je ne sais plus quel entre quoi et quoi. Et puis, je suis allée d'abord au Québec. Donc, pour les Français, c'est peut-être une francophonie, mais les Québécois ne se croient pas francophones. Ce sont des Québécois, ils ont leur propre identité et tout. C'est très, très complexe. J'ai jamais vu le français. Quand j'étais en Chine, j'ai jamais pu
imaginer une francophonie aussi complexe et parfois douloureuse. Et donc, il y a une sorte de perte d'innocence quand je suis arrivée au Canada. Donc, c'est la langue française, ce n'est plus une langue romantique, une langue belle qu'on apprend à côté du chinois, etc. C'est plus la même chose. Ça devient une langue une langue utile de la réalité, de survie et tout cela. Donc j'ai vécu deux choses. Je trouve que c'est pourquoi je veux distinguer entre francophilie et francophonie. Et quand on rattrape un suffixe comme phonie et phone, ça implique beaucoup de choses aussi. Donc voilà, je sépare. Très bien, merci pour cette expérience. Alors, Taïsuchi. D'abord, bonjour. Depuis deux ans, j'étais en Chine et j'ai tourné un film. Et jusqu'à maintenant, c'était pas encore fini. Et pratiquement pendant 2 ans, j'ai pas pu parler en français. En écoutant, je viens d'arriver depuis hier et c'est en vous écoutant, et, cette langue me revient petit à petit. J'ai fait des erreurs et j'ai expliqué que mon cas c'était, j'ai pensé, je veux pas me cacher, j'ai choisi la langue française pour écriture. À l'époque, il y a presque 25 ans, quand j'ai écrit mon premier livre, c'est un choix politique. Et j'étais très déçu de ce qui s'est passé chez nous en Chine. Et allez, c'était après, quelques années après l'événement des places Tiananmen. J'ai pas envie d'écrire avec une langue dans ce pays, on tue les étudiants. Voilà, c'était clair. Et aussi, j'ai choisi parce que j'ai raconté, c'était mon premier livre à raconter l'histoire quelque part, essentiellement venue de mon propre expérience. Et où j'ai raconté comment, quand on était rééduqué pendant la Révolution, comment on a découvert la littérature française. Ça, c'était la littérature française. C'est mon amour. Je dois dire ça. Voilà, c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Le choix initial, mais c'est vrai que vous avez continué aussi. Mais j'ai un peu regretté ma position politique reste là. J'allais jamais aller plus loin. J'ai jamais fait un livre ou jamais fait un film entièrement politique ou entièrement accusateur. J'ai toujours envie de le faire. Exprimer ma colère. Mais enfin, je n'ai pas tellement de colère. Ça devient d'autres choses. C'est raconter d'autres choses. Voilà. Merci, très bien. Bon, alors après ce début concernant la langue, on va enchaîner. Et puis, alors je ne sais pas comment on va s'organiser, mais je vais vous poser la question très générale et chacun d'entre vous pourra se l'approprier et voir si on rebondit. Donc en fait, on va peut-être commencer par parler de l'entre-deux dans le contexte de votre écriture, mais c'est vaste, il y a beaucoup de choses qui naît de l'écriture et qui est en amont comme l'inspiration ou en fait pendant l'écriture. Donc je voulais vous demander, quelles sont les potentialités artistiques, esthétiques, thématiques de l'entre-deux et comment vous l'exploitez dans votre travail? Est-ce que vous avez des thématiques ou des
points, des éléments d'entre-deux plus particuliers à développer. On a le temps, on est tranquille, hein, je pense. Et donc, voilà, on va commencer un peu en vrac, comme ça vous vient. Et puis, on peut enchaîner, on peut rebondir et on peut dire oui, ça me fait penser à, etc. Tiens, si tu veux prendre le micro. C'est un vaste sujet. Ben oui. Je dirais que la potentialité de cet entre-monde, je ne l'exploite pas volontairement. C'est-à-dire que je sais que ce n'est pas moi qui choisis les sujets, ce sont les sujets qui me choisissent. Et je pense que c'est Pierre Roverdi qui dit que la première fonction du poète est d'être. Et si mon écriture fait penser à l'entre-deux-mondes, c'est parce que cette écriture découle de mon être, qui par la force des choses est un être coincé entre deux mondes. Et comment dire, je pense que ce sera plus difficile pour nous qui vivons dans la condition qui nous est donnée à vivre, plus difficile de glisser hors de cet interstice. Pardon. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'ici, je me suis toujours glissée dans la peau des gens qui sont à l'extrême opposé de moi. Mais par contre, il reste des individus de culture chinoise pour la plupart, enfin pour l'essentiel. Et en fait, il m'est plus aisé de franchir la barrière de langue, de sexe, d'âge, même d'espèce, pour devenir animal, à condition que ce soit un animal chinois, que de me couler, que de m'identifier à une conscience non chinoise. C'est-à-dire, je peux décrire les Européens, mais de l'extérieur. J'ai quand même du mal à m'identifier à une conscience européenne pour en faire un narrateur de mes récits. C'est-à-dire que pour que je puisse faire mienne une conscience autre, le temps d'une fiction, il faut que je puisse accéder à l'inconscient de cette conscience. Parce que sans accès à l'inconscient, je ne peux pas faire jouer mon propre inconscient. Puisque, en ce qui me concerne, c'est toujours l'inconscient qui a le dernier mot. C'est l'inconscient. C'est par l'inconscient que s'opère le transfert entre l'auteur et les narrateurs, et dans un autre sens du terme, entre l'auteur et cette instance mystérieuse dont on se ressent de loin en loin la présence et qui nous dicte nos meilleurs morceaux. Et jusqu'ici, la seule fois où je me suis permis une incursion hors de mon périmètre, c'est dans mon dernier roman, à travers le personnage d'un Britannique. Il a eu une tirade qui a duré la moitié d'un chapitre. Et pour pénétrer dans son subconscient, dans son inconscient, j'ai trouvé comme brèche la religion. C'est-à-dire tout ce que j'ai lu de mystique y est passé. Et je me dis que c'est quand même un métier amer, parce que tant de pages lues, tant de cités, tant d'églises visitées, tout cela pour aboutir à la moitié d'un livre, d'un chapitre. Et il faut que je refasse mon stock maintenant, parce que j'ai épuisé mes cartouches dans ce domaine. C'est-à-dire que l'écriture, pour moi, c'est une langue, une très lente et une très longue maturation de nos expériences du monde. Et cela est le lot de tous les auteurs, qu'ils soient entre deux mondes ou d'un bord ou d'un autre. Mais par contre, pour nous qui sommes entre deux mondes, nous avons deux tâches supplémentaires. La première, c'est de reconstituer notre monde d'origine dans une autre langue, à réapprendre à nommer ce monde
sa flore, sa faune dans un autre vocabulaire. Ça, c'est la première tâche. La deuxième tâche, c'est tenter d'élargir ce monde ou alors de le doubler d'un autre monde. Et je suis encore... je suis débutante en tout, mais pour cette tâche, je suis encore vraiment au seuil, c'est-à-dire il faut essayer de s'approprier des souvenirs qui ne sont pas les nôtres. On va me dire que ça, tout auteur le fait, parce qu'à partir du moment où il ne pratique pas que l'autofiction, mais par contre, s'approprier des souvenirs d'autres ancêtres, ça c'est autre chose. C'est-à-dire pour moi, si je dois écrire, avant d'emprunter la voix à quelqu'un, avant de pouvoir voir à travers ses yeux, il faut que j'aille au-delà de ce qu'il voit, et il faut que je connaisse plus long de lui que ce que je vais dire dans mes textes. Et il faut que j'ai une idée de son enfance, de ses influences subies, des préjugés hérités, de ses blessures secrètes, de ses failles, de ses fêlures, de ses obsessions. Et il faut que je sache, pour ainsi dire, ce que son sang charrie comme souvenirs ancestraux. Et ça, c'est une tâche écrasante. Et je m'arrête là, j'ai été trop longue. Non, on pourra continuer. On voulait reformuler un peu synthétiquement, on pourrait parler d'une sorte d'entre-deux, mais temporel, qui va en chronologie, quoi, qui vient de loin pour arriver, qui traverse le temps pour arriver jusque-là. Oui, en fait, je pense que quand j'écris, je ne pense pas vraiment à où je suis, est-ce que je suis entre deux mondes, mais c'est vrai que dans les faits, je le suis. Et tous les auteurs, je pense que chacun est différent. Par exemple, Tolstoï, il n'a pas besoin de ça. Guerépé, ça commence là où ça commence. C'est-à-dire, il divise l'infini cours du temps en deux parties. Il y a une partie, c'est là où commence Guerépé. Et une autre partie, c'est tout le reste, tout ce qui s'est passé avant. Et il se donne pas la peine d'expliquer d'où vient cette amitié entre le prince André et Pierre. Il revient pas sur l'enfance, etc. Et je pense que je suis plutôt du côté des Serpontés, par exemple, qui sont incapables de ne pas s'appuyer sur un substrat invisible dans les textes. Et c'est en ce sens-là que je suis coincée entre deux mondes, c'est-à-dire ce n'est pas un choix. J'ai toujours été laxiste envers tout, envers l'inspiration et envers le reste. C'est-à-dire je n'ai pas choisi cet entre-monde et je suis tombée dedans. Et je dois composer avec. Je constate que c'est quand même plus difficile pour moi je pourrais vaincre la différence. Tout à l'heure, j'ai cité des différences entre mes narrateurs et moi par leur âge, par leur sexe, par leur tempérament, le niveau intellectuel, même les convictions politiques ou éthiques. Mais toutes ces différences sont beaucoup plus aisées à franchir pour moi que cet exercice autrement plus difficile qui est l'altérité culturelle. Très bien, merci beaucoup. Ying-Chang, un autre point sur un entre-deux. Alors, je ne sais pas, je crois que je vais parler plus en détail de mes livres fantômes, oui. qui ne parlent pas d'autre chose que sur l'entre-deux.
Voilà, c'est tout le problème des entre-deux. Donc, j'en parlerai demain. Et puis, je me contente de maintenant seulement faire un aveu de mon expérience, de ce vécu de l'entre-deux. Et c'est que j'ai toujours la difficulté de définir, comme on dit. Quand on dit l'entre-deux, ça suppose déjà qu'il y a une entité d'un côté, il y a une entité de l'autre côté. Alors que déjà, je voudrais savoir c'est quoi l'autre entité, les deux entités. Alors là, je peux savoir où je suis, c'est quoi cet entre-deux. Est-ce que c'est entre deux langues ou est-ce que c'est entre deux cultures ou c'est entre deux pays? Il faut le savoir. Entre les temps. Donc, je suis loin de résoudre encore tout ce problème. Je peux bien moins parler du français que du chinois. Par exemple, si on veut parler de l'entre-deux, c'est le chinois, mais le chinois de Shanghai n'est pas le chinois de Pékin, n'est pas le chinois d'aujourd'hui, n'est pas le chinois d'il y a 70 ans, c'est encore moins le chinois d'il y a 100 ans. Et si on veut dire entre des pays, je peux encore moins dire sur la France, mais je sais que la Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'autrefois. La Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'il y a 3 ans. Donc, tout change. Sous mes yeux, tout change, tout change. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve que finalement, je n'ai pas d'autre sujet que cette problématique d'être, d'exister dans toute cette mouvance. Et je crois que si ce qui me fait chinoise, que je peux dire fermement que je suis chinoise, c'est le livre de changement, c'est I Ching qui m'a très profondément influencée. Et puis, ça m'a inspiré beaucoup de textes, d'essais aussi. J'ai écrit un truc, je crois que c'est dans La lenteur des montagnes, je me souviens plus. J'ai comparé à cette situation à une sorte de tunnel. Et j'ai dit qu'un écrivain d'exil, c'est celui qui entre dans un tunnel en espérant d'arriver quelque part, peut-être plus lumineux, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est là notre destination. C'est là qu'on voit les trains qui passent dans ce tunnel à tous les sens. Et on est sur le quai, on est dans ce tunnel. On peut sortir à tout moment. Ce n'est pas fermé. On peut aller d'un côté à l'autre, mais mais le temps passe. Le temps passe. Et j'ai apporté un poème écrit par un très grand poète québécois. Ça sort de son recueil Regard et jeu dans l'espace. Ça, c'est la première séquence. Et je trouve que ça représente pas mal bien de l'état où je suis, l'état d'âme. Alors, ça commence comme ça. Le titre, c'est là sans appui. Je ne suis pas bien du tout assis sur une chaise. Et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste. Immanquablement, je m'endors et j'y meurs. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches. Pardon, quitter cette chose pour celle-là. Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. Et donc, voilà, ça a l'air plus lumineux parce que ce n'est plus dans un tunnel, c'est dans un ruisseau. Mais n'oublions pas que Saint-Denis Carnot, lui, il habitait confortablement dans son domaine familial. Il écrit dans sa langue maternelle. Il était un habitant de souche.
Et on n'aura jamais la difficulté de classer ces livres dans les rayons de bibliothèque, de la librairie. Donc, c'est peut-être plus lumineux, mais ça n'empêche que ce soit... c'est un état d'âme très poétique, je dirais. Mais puisqu'on parle de la poésie, j'ai eu la chance de tomber sur un prof quand j'étais en Chine qui adorait Flaubert. Et donc, il nous donnait un cours de traduction du chinois vers le français. En fait, c'était mes premiers écrits en langue française. C'est les plus difficiles, bien sûr. Et puis, il nous recommandait de lire et relire Flaubert. Et on avait, je crois qu'on a peut-être Madame Bovary, on a des traductions, mais j'étais pas très, ça m'a pas, j'ai pas pu beaucoup entrer, mais je me souviens qu'on a des extraits de Flaubert. Et là, comme une bonne élève, j'ai suivi le conseil et je lisais à haute voix. À haute voix, j'allais jusqu'à mémoriser par cœur. C'est notre génération, c'est comme ça, on apprend par cœur. Et c'est de la même manière que j'ai appris la poésie chinoise ancienne. On lisait, nos parents nous forçaient à lire à haute voix, à apprendre par cœur. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on dit de l'entre-deux, on dit des entités, mais finalement, Flaubert et la poésie chinoise ancienne, c'est deux musiques complètement différentes. Mais pour survivre dans un lieu comme ça, de l'entre-deux, aussi peu saisissable, incertain, il faut croire que au-dessus de toutes ces deux musiques, il n'y a pas seulement deux musiques. Moi, je suis entre plusieurs. Il y a la langue anglaise. J'ai appris le russe, mais j'ai tout oublié. Il y a d'autres langues. Et au-delà de toutes ces musiques, il y a quelque chose qui les unisse. Il faudrait croire à ça. Il y a ce que j'appelle le beau qui unifie toutes les différences et qui pourrait probablement transcender les différences. Comme un lien, quoi, quelque chose qui lie. Très bien. Moi, j'ai retenu vraiment cette idée que j'ai ressentie aussi dans vos romans, le non, ce qui n'est pas familier, ce qui n'est pas confortable, et notamment écrire dans une langue qui reste toujours une langue étrangère. Et donc, il y a cet inconfort que vous n'avez pas choisi apparemment, puisqu'il y a, comme toi tu dis, tomber ou glisser dans l'entre-deux, un peu. Mais en même temps, ça a l'air aussi, mais on y reviendra peut-être, d'être une force et d'être aussi une source d'inspiration, ce rapport inconfortable, le fait de ne pas être dans un fauteuil en cuir solide, dans un château familial, etc., mais d'être toujours dans l'inconfortable. Donc ça, je pense, ça nourrit aussi l'écriture, l'inspiration. Je ne sais pas si tu... Non. Bon, on va écouter Dai Sujie qui n'a pas encore parlé. Cette question entre deux. D'abord, entre deux, moi, ma vie, oui, c'est principalement, c'est peu résumé entre deux, non seulement entre la France et la Chine, et d'abord, c'est entre le cinéma et la littérature. Je suis venu en France et j'étais étudiant dans une meilleure école du cinéma du monde, à l'époque là, qui s'appelle IDEC,
maintenant ça s'appelle Fémis. Voilà. Je suis sorti de là, à l'époque, là, à peu près 20 étudiants choisis dans le monde entier. Et on est tous des réalisateurs, à peu près. Et en sortant, j'ai fait mon premier film. Et j'ai commencé à écrire en français seulement après mon troisième film, qui est un immense échec. 0. Sophie, 0. Et... Comment il s'appelle il s'appelle... L'échec. Mon film, il s'appelle Tang le 11e. C'est un film qui était... l'histoire était interdite. Enfin, la Chine n'a pas accepté que j'ai tourné en Chine et j'étais obligé de tourner au Vietnam. Les acteurs parlent vietnamien. Enfin, et je ne comprends pas un mot. Et c'était ma vie, voilà, c'était toujours entre deux. Et après ces décès, j'ai écrit mon premier roman en français. Et comme, voilà, ça s'était passé comme ça. Et à l'époque, là, j'étais très fier. Mais il faut dire que Balzac et la petite tailleuse, contrairement au 11e, a été un immense succès. C'était, ça a changé ma vie. C'est-à-dire, la langue française a changé ma vie. Et quand j'étais pendant la Révolution en Chine, et la littérature française a changé ma vie, ça, j'ai pas honte de le dire. Et j'ai raconté cette histoire dans mon premier livre. Et après, ce succès a changé ma vie. Après, j'ai plus besoin de travailler. Et j'étais toujours étonné pourquoi j'ai travaillé. C'est vraiment... pourquoi j'ai pas travaillé? C'est pas besoin. Pourquoi vous se cassez la tête? Enfin, à l'époque, j'étais très fier. Je suis un Chinois, je suis capable d'écrire un livre en français. Je suis entré dans le métro, j'ai vu les gens qui lisent mes livres. La première fois, j'avais honte, je suis sorti. Ils ont mis. Et après, j'ai des amis africains, des réalisateurs. Un jour, qui m'a invité dans un mariage, j'ai vu entre les gens, ils ont offert mon livre à la jeune mariée. Je suis parti tout de suite. J'ai peur qu'ils m'ont posé quelques questions, que je ne suis pas à la hauteur. Et j'étais vraiment très fier, en même temps très fier. Et quand je suis allé en Chine, après, j'ai essayé de tourner les films, adapter ces romans. Et j'étais vraiment assez fier, même les films n'étaient pas acceptés par la Chine, et que c'était compliqué. C'était pas grave à l'époque là pour moi. J'ai écrit un roman en français. Je pouvais pas dire que je peux mourir, mais enfin j'étais vraiment fier. Ok, j'ai raconté une histoire et en français. Et voilà, à l'époque là, c'était vraiment. Mais aujourd'hui, en regardant ce parcours et que quelquefois en Chine, les gens m'ont invité aussi à aller discuter dans les universités, de Pékin, surtout les écoles du cinéma. Et quand je parlais un peu de mon parcours, que tout ce que j'étais fier de faire, je trouve les jeunes, ils s'en foutaient complètement. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop mon parcours. Ils disaient pas c'est un parcours d'un traître, mais pas très loin. Ouais. C'est vraiment, chaque fois je dois m'excuser. Et c'était, enfin longtemps après, 21 années après, mon livre, ce que je vous ai parlé là, c'est Balzac, petit tailleur chinois, qui est traduit en chinois. Enfin, il y a quelqu'un qui a aimé cette histoire. C'est les gens ne vont pas aimer parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. L'époque a changé, la jeunesse a changé.
l'Occident n'est plus le rêve de tous ces jeunes Chinois, il faut le dire. C'était plus à l'époque. Maintenant, tout leur truc, c'est la Chine. C'est très idéologique, c'est la Chine. Hein? Tous, mon parcours, c'est ça qui nous intéresse. Alors, et voilà, c'est ce qui était, si je veux réfléchir personnellement, je ne peux pas dire que je suis déçu que l'époque a changé et les gens aimaient d'autres choses que Flaubert, aussi vous allez parler, ils vont trouver que vous êtes fou. Et moi, et aussi, au début, j'étais un peu perdu. Enfin, je n'étais pas obligé d'aller là-bas faire des films, mais ça m'a intéressé. J'ai voulu faire quelques films et écrire quelques romans en chinois. C'était mon objectif depuis presque 10 ans. Alors que j'ai trouvé que ma sensibilité, malgré tout, j'ai déjà passé presque 30 ans, 40 ans en France. Ma sensibilité n'était, il faut le dire, n'était plus tout à fait chinoise. Plutôt un peu France, c'est vraiment entre deux, même ma sensibilité, mon cœur est entre deux. Voilà, c'était, est-ce que, quand j'ai raconté une histoire, j'étais moins confiant en moi-même, parce que les jeunes ont changé. Est-ce qu'ils voulaient encore écouter mon histoire? Est-ce qu'ils pouvaient la comprendre aussi, peut-être? Aussi, ça ne les intéresse pas trop, je pense. Mais comme les histoires que leurs parents leur racontaient, ça ne les intéresse pas. Ils s'intéressent à eux-mêmes. Et en même temps, je ne suis pas jeune. Et je dois reconnaître ça. Et ça s'ils n'aiment pas ce que j'écris, alors ma conclusion, c'était entre deux, il y a avantage. Pendant une époque, aujourd'hui, j'étais moins sûr. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est moins, peut-être moins, comment dire, cet entre-deux, il est plus gênant, c'est ça? Ou il est plus visible? Oui, c'était, comment je vous explique? Voilà. J'ai eu une histoire. J'ai écrit un scénario. J'ai donné à un producteur chinois. Il va trouver ça. Alors, il va convoquer une commission des jeunes. Il paye. Discussion, j'ai fait avec les jeunes. Ils vont trouver et ils vont pas. Ils ont dit c'est pas leur problème. C'était quoi l'histoire? Souvent, hein, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et mon travail, c'était d'abord raconter une histoire, hein, d'abord écrire un scénario. Et d'abord, on doit écouter la jeunesse. Parce que la Chine, c'est étrange. Leur cinéma aujourd'hui, ça marche très fort. On doit dire, j'étais étonné. Moi, j'avais fait un film, combien de salles qui étaient sorties 20 000 salles. Oh 20 000 salles. Imagine. C'est en France, quand j'ai fait un film, le plus commercial, ce serait sorti dans 60 salles. Oh, j'étais tellement heureux, je pleurais. 60 salles, comment les gens vont aller dans les 60 salles en France, regarde mon film. Oh. Là, 20 000. Oh. Enfin, je n'ai pas gagné un centime, mais c'était parce que c'était un film coproduit avec la France et la Chine. Après, il y avait des conflits. Mais le film était quand même fini et sorti. Voilà. Et comme j'ai fait partie de la France, et le conflit, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mon. C'est tout dans une autre dimension. C'est l'histoire que j'essaie de raconter, l'histoire de moi, ou de ma famille, ou de mes amis. Ça n'intéresse pas trop à cette jeunesse qui n'est pas là pour écouter,
par exemple, si je racontais l'histoire d'un Chinois comment vivre en France, ça ne les intéresse pas. OK. Si j'étais, par exemple, un espèce de Van Gogh, un peintre Van Gogh chinois, comment il vit en France, si c'est peintre très connu, oui, ça peut l'intéresser. Voilà, alors que tous ceux qui étaient très fiers hein, de tous ces livres, la dictature, tout ce qu'on a aimé, c'était plus leur truc. Voilà, ça devient une faiblesse. La production va se méfier de moi. Est-ce que j'ai raconté encore quelque chose? Les gens n'ont pas aimé. Donc, on est aussi on retrouve l'idée de changement, de transformation d'un monde qui est en perpétuelle mutation et dans lequel il faut trouver une place et bouger avec ce monde, c'est ça aussi? Mais en fait, c'était pas mon souci. Si j'ai décidé d'écrire 3 romans en chinois, maintenant j'ai déjà fait 2. Et d'ailleurs, déjà, il y en a un qui est le premier qui est déjà publié, mais tout de suite était interdit. Et deuxième, ça fait 3 ans, j'ai essayé de passer la censure. Je dirais, j'ai passé ma vie à m'amuser avec la censure chinoise. Et voilà, c'était le 3e, j'ai pas encore écrit, presque, déjà prêt, mais l'idée était prête. Et voilà, peut-être que ce serait difficile à passer. Et déjà, moi, arrive au vrai public, il faut que je passe la censure. Ça, c'était que j'ai passé la censure, je suis moi, mais c'est plus mon problème. Puisqu'on est dans l'écriture de 2 romans en chinois, je me demandais si vous aviez quelque chose à dire finalement, comment la langue intervient quand il faut écrire une histoire, raconter une histoire. Est-ce que le fait d'écrire en chinois ou en français fait que l'histoire est différente, fait que la thématique va être différente? Enfin, en quoi cette langue va donner quelque chose de l'histoire? Je ne sais pas. Hein, à vrai dire, c'est une question que je me posais toujours. Je ne sais pas pour où, mais ça ne change pas beaucoup. Pour moi, hein. J'ai écrit d'abord, j'ai écrit jusqu'à maintenant, je pense 5, 6, 7 romans en langue française. C'est que chaque histoire, c'était au moins, au moment d'écrire, c'était chose je ne peux pas publier en Chine. Ça, c'est mon... C'était pas des choses politiques, mais c'est vraiment ma position. C'est raconter des choses que d'autres Chinois ne peuvent pas raconter. Voilà, ça, je dois remercier la France et la langue française. Mais il m'est arrivé une fois, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, j'ai écrit un roman qui s'appelle L'Évangile, c'est non une scène. Ça, j'ai inspiré de l'histoire de mon grand-père, qui est un des premiers pasteurs chrétiens en Chine. Toute l'histoire, tout le malheur politique causé à ma famille. Vous pouvez imaginer. Parce que c'était pendant longtemps, c'était interdit. Et j'ai d'abord écrit en français. Et après, un jour, j'ai raconté à un éditeur chinois, il m'a dit, j'ai vu que vous avez encore un prix à l'Académie française. C'est quoi cette histoire? Racontez-moi. J'ai raconté, il a dit, écris-moi en chinois. J'ai écrit. J'ai pas
vaguement dans ma tête, j'ai pensé, je me suis laissé aller écrire. Et à l'arrivée, presque pareil. Je dirais, j'ai traduit moi-même. Ok. J'ai pas beaucoup de changements. Ben, il y a des choses à l'arrivée, quand j'ai raconté. Bien sûr, j'ai déjà écrit une fois en français, presque c'est plus mûr, mais il n'y a pas tellement de changements. Ok, parce que c'est intéressant parce que tout le monde ne dit pas la même chose. Je ne sais pas si Ying Chang voulait, par rapport à écrire en chinois, rebondir sur cette question. On va lui donner le micro. Chinois, d'abord, déjà, vous voyez, quand on regarde les 3 premiers livres, ça, c'est tellement honteux. C'est les 3 premiers livres qui m'ont donné le plus de succès et j'ai honte de ces succès. Oui, regardez les images, c'est pas là, c'est les 3 premiers. C'est pour ça que je ne suis plus avec cet éditeur. C'est de l'exotisme à l'outrance. Et j'ai honte de mes 3 premiers livres, de ce succès qui pour moi, ce n'est pas le vrai succès. Parce que moi, j'ai publié le premier livre à peine arrivé au Canada. Les lettres chinoises, c'est ça? Les lettres chinoises? La mémoire de l'eau, les lettres chinoises, l'ingratitude. L'ingratitude, un peu, ça va. Mais ce sont des livres très authentiques, très vrais. Mais en même temps, bon, moi, je suis quelqu'un de complexé. Je trouve que ce n'est pas mes vrais succès. C'est pas encore la littérature que je cherche à faire, mais surtout la façon dont on présente, et c'est-à-dire qu'on me fixe dans une entité trop fixe, trop nette, alors que je suis autre que cela. Mais en parlant de langue, j'ai toujours refusé de me faire traduire. J'ai reçu des offres de traduire, etc. Comme je fais, le texte est trop important pour moi. Donc, comme quand je connais la langue, même envers l'anglais, je refusais de la traduction. Je suis trop maniaque. Quand je veux pas qu'on me traduise, ni en anglais, ni en français, ni en chinois. Si c'est en italien, ça va encore. Ça va encore. Je peux deviner l'italien, mais ça va encore. Ah, parce que c'est des langues que vous... Et dès que je connais cette langue, on ne peut pas parce que c'est comme ça. Et j'ai essayé de faire moi-même. J'ai fait 2 textes en chinois quand même. Le chant dans la mer, ça a été publié dans une revue Zhongshan. Pas de retombées. Et puis on me dit que mes textes sont trop courts, il faut plusieurs pour faire un volume. Et puis là, je suis occupée par autre chose, donc je n'ai pas fait. Puis j'ai essayé l'ingratitude. Et c'était publié, mais je trouve qu'on a présenté ce livre de façon un peu réducteur, je trouve. Mais bon, réductrice. Mais donc, bon. Mais là, c'était une traduction, une auto-traduction. Je l'ai fait moi-même. D'accord. Alors, c'est une expérience un peu étrange. Je pensais, j'ai commencé mais j'ai pas choisi d'écrire en français. Je sais que j'étais dans des ateliers d'écriture. J'étais dans le programme d'une maîtrise en français. Il y avait possibilité de faire une maîtrise en écriture. Donc, c'est là que j'étais comme un peu poussée. La mémoire de l'eau, ça sort, c'était une partie. En partie, c'était la thèse de la maîtrise. Donc, je sais pas, déjà, j'ai pas pensé écrire en français. Et puis finalement, on est entraîné par la vie nous emporte comme ça. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Cette autotraduction, je ne le considère pas comme un succès. C'est que ça n'a pas fait effet. Et puis, est-ce que c'est bien vu? Je ne sais pas. Il y a très peu de critiques. Ce qui m'a vraiment un peu rendu triste, c'est que une amie a donné le livre à sa mère et sa mère a fait un compliment
et dire que, ah oui, ça fait étranger. Parce qu'à l'époque, c'est à la mode parce que ça fait étranger, parce qu'on disait énormément de traductions. Je dis, oh, mais moi, je fais toute cette peine pour que justement, ça ne fait pas étranger. Mais bon, ça reste là, mon expérience. Très bien. Merci pour cette anecdote. Tu veux réagir Pour le travail de la langue, comment dire, il m'est arrivé d'être... Enfin, c'est une des raisons de mon choix de la langue française, c'est que je suis très marâtre avec moi-même. C'est-à-dire j'avais une exigence envers ma langue qui devenait vraiment intolérable. Et je me suis dit qu'il fallait que, en choisissant le français, puisque c'est pas la mienne comme langue, je pourrais être plus détendue, être moins exigeante. Et parce que la langue chinoise tend elle-même à la densité. Et quand j'ai écrit en chinois, c'était encore plus ramassé que mon français. Et je pense que quand j'ai écrit en chinois, ou ce qui m'arrive de moins en moins, quand j'ai écrit en chinois en français, il y a un état d'esprit qui n'est pas tout à fait le même, et je ne saurais pas le décrire. Je peux pas dire que c'est pas la même musique, parce que c'est deux langues vraiment incommensurables l'une avec l'autre. L'une est visuelle et l'autre musicale. La langue chinoise, c'est une langue de l'espace. La langue française, c'est une langue du temps, une langue de la musique qu'on doit suivre linéairement. Et alors que la langue chinoise, même si on a la réputation d'être zen, mais en réalité, c'est une langue très rapide. On pourrait capter tout de suite visuellement cette langue, c'est-à-dire goûter à sa beauté plastique avant même de pénétrer son sens. Mais ça tend vraiment à la densité. Et je pense que c'est peut-être en ça que je reste chinoise dans la pratique de la langue française, dans le sens où je suis incapable de freiner ce penchant à la densité. Et par contre, c'est quand même une autre musique. Mais en même temps, quelle que soit la langue, il y a quelque chose il y a des fondamentaux qui ne changent pas d'une langue à l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est le style ? Le style, c'est une langue précédée d'un regard. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est savoir voir. Le regard est plus important au maniement de la langue. Le maniement de la langue, c'est le métier d'un écrivain qu'il faut travailler sans relâche. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être capable de voir. Et ce regard est donné dans toutes les langues. Je pense que si je dois dire quelque chose d'autre, c'est ce qui fait notre particularité. Enfin, en tout cas, ce que je ressens dans mon travail, c'est que j'essaye de... Il y a cette question de langue qui véhicule la conscience des personnages. Parce que souvent, ce sont des personnages chinois et ils pensent chinois, mais avec les moyens linguistiques du français. C'est-à-dire que je vais jamais tirer la conscience chinoise vers une conscience française, mais je vais essayer aussi de ne pas cyniser la langue française. Je voudrais vraiment... pas respecter le génie de la langue française, c'est pas le mot, parce que si on aime une langue, c'est pas le respect, on cherche à secouer cette langue, à l'acculer dans ses derniers retranchements pour tirer d'elle et tirer de nous-mêmes le meilleur d'elle et de nous-mêmes. Et mais
cet effort de secouer cette langue se fait dans son génie à elle. Et c'est-à-dire que tout en respectant les contraintes de cette langue, on cherche à se dépasser mais en tout cas, il y a cette... À l'arrivée, peut-être ça donne la même chose qu'une bonne traduction, et pourtant il y a quelque chose de différent, parce que c'est-à-dire que cette conscience, je vais faire en sorte pour que cette question, au moins pour les lecteurs français, ne se pose plus, la question de la langue, Oui. c'est-à-dire dans quelle langue elle a été conçue, et c'est-à-dire en recourant au ressort propre à la langue française pour qu'on puisse s'approcher le plus près d'une conscience authentiquement chinoise. Oh, très bien. La contrainte, ça fait penser à Inchang qui a dans La Charge, qui parlait de la force de la contrainte, de rentrer dans une langue étrangère, d'en accepter les contraintes, et que cette contrainte, c'est ce que tu dis un peu, nous pousse à l'extrémité de ce qu'on peut, de cet exercice en fait. Donc vous vous rejoignez un peu sur cette force et cette beauté de la contrainte aussi, malgré évidemment la douleur que ça engendre aussi. Oui, de toute façon, je pense que quelque part, c'est propre à tous les écrivains, même les écrivains qui sont en dehors de ce monde d'entre-deux. C'est Sartre qui dit que on parle dans sa propre langue, mais on écrit en langue étrangère. Je pense que tout écrivain cherche quelque chose de ressortir les aspérités de sa langue. Tout à fait. Tout à fait. Bon, très bien, on a un peu avancé sur la question de l'entre-deux. Bon, on aurait pu continuer, mais peut-être qu'on va aussi revenir sur votre réalité aujourd'hui. Et j'avais envie de vous poser la question, quelles sont les sources d'inspiration que vous donne ce début du XXIe siècle? Est-ce qu'il y en a des sources d'inspiration, et lesquelles? Aujourd'hui ou avant, c'est toujours la même. La source d'inspiration, principalement, c'est moi-même. Je pense que c'est la source d'inspiration de tous les artistes. Hein, mais il arrive que nous, on fait aussi, comment dire, aussi pourrait venir d'une lecture ou voir un film ou entendre quelque chose. Mais principalement, je pense, c'est soi-même. Oui, mais c'est le soi-même d'aujourd'hui, du XXIe siècle, ou c'est une histoire globale plus identitaire? Oui, ça peut, je pense, ça dépend ça peut une histoire d'aujourd'hui, ça peut être aussi une histoire il y a 33 000 ans. Ça me gêne pas. Et, je veux dire, essentiellement, ce qui compte dans un film ou dans un roman, c'est l'auteur lui-même. Hein, c'est son regard ou c'est son univers. Et voilà, je pense, normalement, on inspirait de soi-même. C'est pas forcément il a vécu. Hein, c'était sa personnalité. D'accord. Très bien. Alors, le XXIe siècle, est-ce que vous dites quelque chose? Ouais, c'est tellement... j'ai commencé à partir de théâtre. J'ai fait 3 livres que normalement je ne le ferais pas. Donc j'ai terminé après la fin de la série Fantôme, que ça pourrait être des histoires d'il y a 1000 ans ou d'aujourd'hui. Mais là, j'ai l'impression que récemment, je redeviens une sorte de 19e siècle.
C'est-à-dire, je commence à écrire des livres qui, à partir des sujets qui me préoccupent. Par exemple. Par exemple, voilà, je vais vous parler de mes récents livres dont je ne vais pas parler demain. Demain, c'est la littérature. Donc, j'ai publié un livre qui s'appelle La blessure au pluriel, un livre inspiré des derniers moments de Dr. Normand Béthune, puisque j'étais au Canada. Et c'est à l'époque, au moment où même les rapports s'empirent entre deux pays. Et Dr. Normand Béthune, lui-même, c'est quelqu'un de l'entre-deux. Il est très mal aimé dans son pays et je ne suis pas sûre qu'on se souvient encore de lui ailleurs, en Chine. Donc, c'est quelqu'un qui est mort pendant c'était pas une guerre, c'était un massacre. C'était un massacre. Hein. L'occupation japonaise, on n'en parle pas. J'ai pas de mots pour décrire. Donc voilà, c'est inspiré de lui. Donc voilà, j'étais c'est l'entre-deux, c'est entre la guerre et la paix. Donc je deviens quelqu'un de 19e siècle. Et puis après, c'est un livre où je rends hommage à la famille Pierre Curie. Et donc c'est un livre sur la science. Parce que je suis entourée des scientifiques dans ma famille, et sur la nature de la science et l'état de la planète. Non, c'est un truc qui rayonnement au pluriel, et donc question de nucléaire, etc. Et puis le dernier livre, est-ce qu'on a ici, on n'a pas, s'appelle Ahimsa. Oui, Ahimsa, inspiré des derniers moments de la vie de Gandhi et raconté par les revenants qui étaient morts presque en même temps que lui à l'époque. Voilà, Ahimsa, c'est en sanskrit, c'est la résistance non violente. Je crois, après. C'est le tout dernier livre. Donc voilà, ce genre des inspirations quand même aussi de grands personnages en fait de l'histoire. Très bien. Je pense que ça ne changera pas grand-chose à ma source habituelle, c'est-à-dire que le début du XXIe siècle est hautement angoissant. Cette angoisse, forcément, va entrer quelque part dans mon inconscient pour peut-être un jour en sortir autrement, mais je ne pense pas que je puisse en tirer immédiatement quelque chose. Il me faut en fait toujours une très longue macération des matériaux dans ma tête. Je suis désespérément lente, vous avez constaté. Et pour moi, en fait, la source d'inspiration, c'est quand même des instants fugaces dans la vie, des moments qui m'émeuvent, des rencontres fortuites, des livres, des histoires racontées par hasard. Et je les emmagasine et je ne peux pas avoir une approche efficiente vis-à-vis de l'inspiration. Et il faut que je les note et puis après, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Ça va bourgeonner. Oui, c'est-à-dire que pour moi, je suis à la fois marâtre envers moi et laxiste envers l'inspiration, c'est-à-dire je laisse toujours à l'inconscient le dernier mot. Merci beaucoup.
ces commentaires. Et je vais finir avec une dernière question toute simple. Est-ce que vous êtes en train actuellement de travailler sur un nouvel ouvrage, un nouveau film, je ne sais pas, une nouvelle œuvre? À moi, Oui. question à moi. Oui, à tout le monde. Ah oui, je n'aime pas trop travailler, mais il m'arrivait quand même de travailler. Et j'ai maintenant, même en ce moment, hein, j'ai fait un film incroyable, un film de commande par un grand studio chinois. C'est un film policier. Donc vous avez écrit le scénario aussi? Donc, au début, j'ai pas envie de prendre et j'ai dit ma condition, on jette votre scénario et j'ai réécrit. D'accord. Et ils étaient d'accord. Ok, j'ai écrit le scénario. J'étais dans une chambre d'un hôtel. J'étais dans un hôtel presque un an. J'ai écrit 9 versions. Voilà, j'ai tourné ce film dans une région En Chine, à Manchourie. en Hein. Manchurie. Et des fois, l'histoire est passée et tellement fois au tournage, c'était très, très dur. Presque mourir. C'est tellement. Imagine, c'est tout le temps. C'est, comment on dit en français, c'est ouvert. 30, moins 30, hein, c'était de tous les jours. Et vous arrivez, vous tournez un plan. Le prix suivant, il y a un terrain était déjà couvert par le neige. J'étais comme des comédiens, moi-même, j'avais. Couvert par la neige. Normalement, j'étais dans une espèce comment dire, c'est pas voiture, c'est une espèce d'autobus transformé pour les maquillages. Et on m'a donné, et tout le temps, j'étais presque dedans. Et je sors seulement pendant qu'on tournait. Et c'était très dur. Ouais. Mais ça me fait quand même plaisir. Et regardez. Donc, il est sorti le film? Ah non, le film c'est même pas encore terminé. Ah, ok. Parce qu'il y a un producteur qui est un voleur qui est parti. Ah, alors, on doit reprendre l'année prochaine, cette année. Et comment il s'appellera? Il s'appelle, alors pour le moment, il n'y a qu'un titre en chinois. Hein. Souvent, je me demandais si un jour je veux présenter en France, comment je traduirais. Pour le moment, en chinois, il voulait dire quelque chose pour ruiner. Hein? Brûlé? Oui. C'était un cas. L'histoire racontée qu'on a découvert un cadavre et qui est enveloppé dans une glace, dans les fleurs. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Très bien, merci. Inch'Allah, il y a quelque chose en cours qui est en train de se faire ou un projet? Oui, je fais de plus en plus de traductions, mais j'ai encore dans mon tiroir un texte que je considère peut-être mon dernier romanesque. D'accord. Quoique je n'ai jamais vraiment fait de roman. Moi, je ne qualifie pas mes textes Oui. comme romans, c'est que des textes de poésie en prose, quelque chose comme ça, donc c'est très court. C'est pas tellement romanesque que ça, donc ce dernier livre, entre guillemets romanesque, je n'ai pas encore décidé le titre, mais sera un livre sur Li Qingzhao, la poétesse de l'époque de Song. Donc, c'est aussi une occasion de raconter la toute fin de d'une sorte de civilisation. Donc voilà, c'est le roman, mais en même temps, je fais la traduction. C'est une façon pour moi de réviser
les textes que j'ai envie de réviser, que j'ai oubliés. Donc, je traduis des extraits de la poésie chinoise de l'Antiquité jusqu'à fin Song vers le français. Pourquoi? Parce que c'est déjà beaucoup traduit en français ou en anglais, mais j'essaie de faire vers 2 langues si je peux. Et parce que comment dire, ces 2 langues-là, le français est tellement descriptif et discursif, c'est une langue pour moi, et quand ça traduit la poésie chinoise classique, ça pose problème. Et donc, souvent, en la rendant, en essayant gentiment de épuiser chacun des mots et tout ça, on casse la structure. Donc, voilà, j'essaie de faire quelque chose dedans, essayer de rendre sans détruire la structure des poèmes. Donc, la poésie classique, c'est comme une pyramide intérieure, c'est tellement difficile à rendre. En langue occidentale. J'essaie de juste faire un peu. Merci beaucoup. Oui, j'ai un projet en cours depuis... je tais le nombre d'années parce que ça m'écrase. Et par contre, j'ai bien peur de vous vendre la peau de l'ours. Et comme tous les athées, je touche du bois. Comme tous les athées, je suis superstitieuse, du coup... Je préfère ne pas en parler. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bon, je vais prendre le micro. Merci beaucoup. Je pense qu'on a avancé. Ça fait plus d'1 heure que nous parlons. Donc, j'avais envie de voir si dans le public, il y avait des questions, des commentaires ou envie de réagir. Et très bien. Comment il faut le micro? Il faut le micro là-bas? On va en garder un pour eux. Bonjour. Bonjour. Ma question s'adresse à Monsieur Sindier. Je vois dans Wikipédia que vous avez réalisé un film qui s'appelle Le Mangeur de Lune. Oui. Apparemment, vous l'avez tourné dans le Rhône avec une équipe, Tout à fait. 100% française. Oui. J'étais très ému hier quand je suis revenu. Voilà. Et je voulais savoir comment s'était passé ce tournage avec une équipe 100% française pour un film 100% français. Est-ce que vous aimeriez renouveler l'expérience? Et c'était mon 2e film qui est c'est assez loin. Hein. C'est comme quand j'ai fait un film, souvent j'ai habité dans un hôtel, je me souviens plus le nom. J'étais tellement concentré dans ce film, dans un hôtel pendant quelques mois et en faisant les repérages dans cette région. C'est pourquoi c'est un film très pauvre. Mais à l'époque, j'étais encore assez jeune, on était fiers de la pauvreté à l'époque encore. Artiste, mais pauvre. Et on ne fait pas les films pour l'argent. Je ne suis pas allé jusqu'à ce point de vue où on peut avoir honte de succès, mais jamais fait, à l'époque au moins, pas. C'est un film, une partie est financée par cette région, Roland. Hein? C'était peut-être 20% du budget. Et à condition qu'on doit tourner ici et prendre des gens travaillent dans l'équipe des régions. Voilà. Et c'était un tournage assez dur et un film très, j'ai osé dire, très poétique, mais malheureusement, le film n'a pas marché. Quelquefois, quand quelque chose qui marche pas, si vous travaillez après, je vais vous donner un conseil.
mon seule expérience, je pense positive, c'était il faut toujours oublier notre échec. Alors c'est vrai, ce film, quand hier je suis revenu, avant de venir, je n'ai même pas pensé. Je suis allé à l'endroit où j'étais tellement... À l'époque, c'était... chez Robert, ça durait 3 ou 4 mois et vous pouvez imaginer les tournages, tout ça compris. C'est 1 an de la vie. Et 1 an de la vie, et avant, le financement, après, et après, c'est échec. C'était... Mais c'est pour ça, c'était ça, j'ai oublié. Merci beaucoup. Il y a une autre question là, là-bas. Bon, je ne sais pas si on a un peu de temps, un petit peu encore. Oui, allez-y, posez la question. Je me présente d'abord, Miao Lin Zucker, Linti Miao, je suis maître de conférence au département de chinois à l'université Lyon 3. Donc, je suis avec certains de mes étudiants ici, que je salue. Tout d'abord, je suis très, très heureuse de vous écouter ce matin ici. Et en fait, je vous ai présenté tous les 3 la semaine dernière dans mon cours. Je sais que certains d'entre mes étudiants sont des lecteurs, sont vos lecteurs, et j'ai déjà eu une question tout à l'heure que je vous la pose à la place de mes étudiants. Est-ce qu'on pourrait avoir vos autographes peut-être éventuellement après? Bon, après, vous pouvez nous refuser, je comprendrai que parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Bon, c'est donc une petite première question. Ensuite... en fait, quand j'ai écouté Madame Ningxi tout à l'heure, vous avez parlé puisque le thème aujourd'hui c'est de la francophonie, donc l'écriture en choisissant le français comme langue de création littéraire. Et j'ai noté des mots comme par exemple, vous avez parlé de l'intensité, peut-être de la langue chinoise pour vous, hein, j'ai cru comprendre. Et en fait, ça m'a fait penser parce que le français, en fait, n'est pas non plus ma langue maternelle. Et moi, j'ai en fait un sentiment que sa propre langue maternelle pourrait être une langue trop intime, peut-être dans la création. Est-ce que le choix du français, par exemple, pourrait être une façon de prendre distance et donc de prendre un peu plus de liberté pour écrire, par exemple? Je me le demande. Et aussi parce que M. Tai Sijie vous a parlé de la censure. Ça m'a fait penser que la censure, qui dit censure, dit restreint, liberté d'expression limitée, tout ça. Est-ce que finalement, tout ça fait que la question suivante est là, c'est est-ce que d'après vous, c'est en fait une question que je me pose depuis longtemps et je n'ai pas de réponse moi-même et qui est un peu philosophique comme question. Est-ce que d'après vous, la liberté, en fait, finalement, serait être un élément nécessaire, indispensable pour la création, pour l'art, pour la littérature, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, En fait, c'est vrai que les 2 langues, dans la pratique, on ne peut pas on ne peut pas rester intact de leur génie respectif. Comme dit Yin Chen, la langue française est plus discursive. Et la langue chinoise, par sa tradition, en fait, il y a une plus grande retenue. Et en fait, on nous prête, c'est une sorte de préjugé, que les Chinois sont plus réservés. Je pense que par tempérament, non, on est même plus exubérant, par compensation. Mais par contre, il y a une sorte de peur diffuse, intériorisée par les générations, depuis des siècles, depuis 2000 ans, quand le Qin Shi Huangdi a mis fin à la féodalité pour mettre en place un pouvoir absolu d'un empire centralisé aux mains d'un seul. Et la Chine, en fait,
sous couvert de confucéen, en réalité, n'a jamais cessé de pratiquer le courant philosophique adverse de Confucius, c'est-à-dire les légistes. Les légistes cherchent à instaurer une... les légistes pratiquent en fait le cynisme politique, cherchent à faire intérioriser la loi à chacun. Mais le problème, c'est que au fil des siècles, ce n'est pas la loi qui a été intériorisée, mais la peur. Parce que on ne peut pas intérioriser une loi qui est arbitraire. On ne peut pas intérioriser une loi quand au-dessus de la loi, il y a la volonté d'un seul. Et ce qui fait ça a été intériorisé par les poètes. Parce que les poètes, depuis des siècles, ont aidé des mandarins. Et la poésie, qui est une forme courte et fragmentaire, s'adapte le mieux à leur emploi du temps. Et notre littérature, je pense que, je ne sais pas, peut-être les Iraniens, s'apparentent peut-être à cette marque de la poésie, c'est-à-dire rares sont les littératures plus marquées par la poésie que la nôtre. Je digresse, je suis désolée, j'ai oublié le début. Et je voulais dire cette retenue de la langue chinoise, et cette retenue de la langue chinoise lui donne une poésie infiniment mélancolique. Et enfin, pas tous, il y a deux écoles, mais l'école majoritaire dominante, c'est quand même l'école qui verse dans la mélancolie. Cette mélancolie donne l'illusion d'une langue plus intimiste, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire la langue chinoise, c'est peut-être aussi en ça que je porte les marques de ma littérature d'origine, c'est-à-dire j'ai tendance à procéder par contournement, à dessiner au pochoir et à raconter tout le reste. C'est-à-dire chacun dans les poètes chinois, ils racontent tout le reste autre que soi. Mais en fait, le monde qu'ils racontent, c'est un monde divisé. C'est un monde subjectif, c'est-à-dire ce monde, il parle de tout sauf de soi, mais ce monde qu'il raconte ne parle que de soi. Et de cette manière, la langue chinoise, il y a ce sentiment d'union avec la nature qu'on trouve rarement dans la littérature des Français qui sont un peuple mathématicien pour moi. Et vous pourrez tout à fait écrire des romans sans la présence de la nature, et nous non. C'est-à-dire qu'on parle de la nature pour parler de soi. Et ce qui fait que cette langue chinoise, en réalité, est une sorte de buteur pour parler des choses intimes. C'est-à-dire, étrangement, cette langue extrêmement délicate est assez handicapée quand on doit aborder des sujets intimes. Et quand on utilise, par exemple, le mot « cher » en français, ça n'engage pas votre responsabilité à outrance. Mais quand on le traduit en chinois, ça devient tout de suite très grave. Et puis, quand moi, je pense que le français... quand j'ai besoin, pour moi, l'intime n'est pas seulement l'intime des sentiments, c'est aussi l'intime de la pensée. Et à mon désespoir, je constate de plus en plus que quand je dois expliquer des choses extrêmement fines dans la pensée, je recours plus volontiers au français. C'est peut-être aussi parce que, enfin bref, c'est-à-dire que la langue chinoise, pour moi, c'est plus à même de dépeindre la nature, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est vrai que philosophiquement, en fait, quand je dois m'insinuer dans les replis de la pensée, c'est paradoxalement la langue française qui vient en premier, et ce n'est pas ma langue maternelle.
Non, c'était la question de la liberté, non? Il y a le- Liberté, oui, voilà, la liberté. L'histoire de la liberté, c'est-à-dire, je sais vraiment, j'ai connu tout ça, hein, c'est-à-dire mon premier film, hein, il y a longtemps, dans les années 80, c'est très, très lointain. Mon premier film racontait une histoire d'un gamin, pendant la Révolution, était enfermé hein, dans un temple, hein, par les gardes-routes, et où il a rencontré un moine. C'est l'histoire de rencontre. Et cette histoire a été refusée par la censure chinoise. Et à l'époque, je viens de sortir de cette école du cinéma que j'étais très, très déçu. Un producteur français m'a dit, on va essayer de faire en France. Oh, qu'est-ce qu'elle croit? Et j'ai fait ce film, l'histoire dans un temple, à le vestige d'un temple, dans les Pyrénées chinois. Ça, vous voyez, ma vie a commencé, c'était toujours l'histoire de la censure. Récemment, j'ai écrit un roman en chinois, ce roman qui est déjà publié dans une revue littéraire, chez nous existe encore, la revue littéraire, où il faut d'abord passer par là, si vous voulez être écrivain. Alors j'ai publié dans une revue assez importante. C'est une histoire tibétaine. Vous voyez, c'était une Tibet, hein. L'histoire tibétaine, l'histoire de 2 enfants. Okay. C'est très simple, il n'y a rien de politique, mais après, un éditeur voulait les publier en livre. Et ça fait 2 ans et j'ai essayé de passer la censure. J'ai corrigé déjà 3 fois, et chaque fois, ça m'a pris 2 mois. Vous voyez? Et ce livre n'est toujours pas publié. Récemment, on m'a dit encore de corriger, et c'était presque vraiment, parce que j'ai trop connu tout ça. Mais pour votre question, est-ce que la liberté est mieux? Je suis sûr, la liberté est bien pour la création. Mais s'il n'y a pas de liberté, quelquefois on peut faire de bonnes œuvres aussi. Cette œuvre même. Pas moi, mais il y a des gens qui étaient très forts. Sans la liberté, et qu'ils ont réussi. Mais moi, ça m'a un peu... Maintenant, c'est-à-dire quelques dizaines d'années, ils ont déjà passé. Voilà, ma vie était vraiment dictée par toutes ces histoires de la censure chinoise. Merci, non. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a une question. Merci. Moi, j'ai une question, peut-être plutôt une remarque adressée à Madame Ying Chen. Madame, merci beaucoup de nous avoir raconté votre expérience d'apprendre la langue française en Chine et aussi votre sentiment sur la francophonie complexe une fois que vous étiez émigré au Canada, au Québec. Et parce que moi, quand je lisais votre roman L'Ingratitude, je crois que j'avais l'impression qu'à l'époque, vous aviez effectivement déjà une interrogation sur votre identité d'origine chinoise. Mais en vous écoutant aujourd'hui, si je vous ai bien compris, je crois que vous avez plutôt une plus forte conviction sur ce problème d'identité quand vous dites que le eating vous fait penser un peu plus fermement que vous êtes en tout cas chinoise.
si je vous ai bien compris, si j'ai bien saisi ce que vous voulez dire, ça me fait penser ou réfléchir un peu plus pourquoi la Chine d'aujourd'hui met tellement d'accent sur sa culture traditionnelle. C'est peut-être justement parce que les valeurs de la culture traditionnelle chinoise sont en fait la fierté de tous les Chinois, y compris des Chinois comme vous qui ne vivent plus en Chine mais à l'étranger. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Merci beaucoup. Oui, complètement, je suis d'accord. Et il y a le mouvement de la déchinisation est tellement fort dans les périphéries de la Chine, à Taïwan comme à Hong Kong. Ça, je suis pas politique, hein, je sais pas, mais je suis récemment allée en Chine. J'y vais pas souvent en fait. Là, je me suis dit, je vais aller au cinéma. Est-ce quelqu'un que peut m'accompagner? Je veux aller spécifiquement dans un cinéma où j'ai été quand j'étais enfant. Et on dit que non, n'y va pas. Tu vas. Les gens qui me connaissent, ils disent que ça va te décevoir, etc. Je dis bon, je veux quand même y aller. Alors je suis allée et j'entre au cinéma et à l'extérieur, c'est encore pareil. C'est pas changé. Le nom du cinéma, c'est encore là. Ah bon? Comme avant. C'est rare. Mais quand on entre, voilà, c'est rare, justement. C'est déjà rare, mais quand tu entres, c'est complètement transformé. En donnant un nom américain. Alors moi qui viens de l'Amérique, pourquoi un nom américain était en train de vendre popcorn et Coca-Cola? Et alors qu'en Chine, on a des choses à manger comme chaque jour, 365 jours, on peut avoir des goûters différents. Pourquoi on mange le popcorn et Coca-Cola? Et le pire, c'est que quand je raconte aux gens, on dit que c'est maintenant unifié. Tous les cinémas, presque tous les cinémas en Chine, on vend popcorn et Coca-Cola. Et voilà la tradition. Je me permets de... C'est-à-dire les publics du cinéma chinois, c'est 100% jeunes. Hein. Souvent, moi, à cause du travail, je dois aller voir chaque fois que je suis entré. Les gens me regardaient comme c'est un pervers. C'est vraiment... C'est pour ça que les produits, tout ça, parce que 100% jeunes, après 25 ans, non, ils n'allaient plus au cinéma. Hein? 30 ans, mais c'est jusqu'à là. Et après, voilà, c'était pour ça. Allez. C'était expliquer votre histoire de cinéma. Très bien. Est-ce qu'on a encore une dernière question, éventuellement, réaction? Oui, là. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Girous, je suis béninois. Moi, j'ai une petite question, en fait. Vous avez tous réussi votre carrière d'écriture en langue française. Moi, je voudrais que vous nous parliez un peu du côté spirituel ou mystique de la langue française qui vous motive justement à aller vers cette langue et à réaliser vos œuvres en langue française. Merci. Côté mystique ou spirituel? À moi? Que je je pense à tout le monde. Qui a envie de répondre? Et une langue française, je ne pense pas que c'est spécialement spirituel ou tout ça. Hein. Est-ce que moi j'avais écrit parce que tout à l'heure j'ai parlé de dans lequel, par exemple, le personnage principal est un pasteur chinois. Est-ce que quand j'ai écrit en français, est-ce que la spiritualité,
En langue française, pour moi, la grande qualité, c'était assez vigoureuse. Hein, c'est une langue vigoureuse. Et c'est au contraire que la langue chinoise, que j'aime beaucoup, qui n'est pas vigoureuse. Mais est-ce que... Moi, j'ai pas de problème, mais quand c'est est-ce que voilà, ça m'a non ça quand vous écrivez en français, c'est la première chose, ça vous forçait à réfléchir avant, bien précis, avec une précision. Quand des fois pour faire un petit passage en chinois, on vous exigeait pas ça, voilà. Mais une langue, ça pourrait, je pense, toutes les langues sont spirituelles, mais pas uniquement spirituelles. Parfait. Est-ce qu'on arrête là? Il n'y a plus de questions. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés et compris. Et nous allons clore la table ronde et partir vers de nouveaux horizons. Merci à tous.